C'est après la grande pluie qui s'est abattue sur les villes d'Oyo et de Lombo que le Falcon transportant le président de la République s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international d'Olombo. Denis Sassou Nguesso est accueilli à sa descente d'avion par les autorités civiles et militaires, mais également par les femmes d'Olombo. La même ambiance a prévalu à l'arrivée de la première dame Antoinette Sassou Nguesso à Olombo en provenance de Djambala. À Oyo, le chef de l'État qui est arrivé le jour même de la célébration de la Journée internationale de la femme va patronner les activités liées à la commémoration du 16e anniversaire de la disparition de l'ancienne première dame du Gabon, Edith Lucie Bongo Ondimba, fille aînée du président de la République. Juste après, 5 minutes ont suffi au cortège présidentiel pour traverser les eaux calmes et dormantes de la Komo et gagner Oyo sur les berges de la légendaire Alima. Le Libéria est candidat au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent. Voilà pourquoi le président Joseph Boakai a dépêché son ministre des Affaires étrangères, Sarah Beisolo, à Brazzaville, auprès du président Denis Sassou Nguesso, question de solliciter le soutien du Congo à cette candidature. Et je suis venue en ma qualité d'envoyé spécial du président du Libéria pour solliciter le soutien du Congo. Le Congo a une place importante sur le continent et nous espérons pouvoir compter sur son soutien afin qu'en juin 2025, le Libéria puisse remporter une large victoire. Surtout que les questions de sécurité au niveau de l'Afrique ont une place importante. Alors, en ce qui concerne les motivations du Libéria, le Libéria est parmi les plus anciens États africains. Ça fait plus de 80 ans que les Nations Unies existent et la place de l'Afrique reste encore à se faire. En 1961, par exemple, le Libéria a eu son premier siège au Conseil de sécurité, mais c'était pour résoudre un problème précis. Au moment où le monde fait face à des sérieux problèmes en matière de sécurité, il y a aussi le dossier des réformes des Nations Unies. Je pense que le Libéria, qui a déjà organisé 3 élections successives dans de bonnes conditions, a l'expérience et la crédibilité pour pouvoir apporter sa contribution en la matière. Et la plupart des missions de maintien de la paix se font sur le continent africain. Donc je pense qu'un pays africain comme le Libéria a toute sa place. La ministre des Affaires étrangères du Libéria repart avec l'assurance de bénéficier du soutien du président Denis Sassou Nguesso et du Congo à la prochaine élection des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU en juin 2025. Retenant qu'un siège au Conseil de sécurité permet de participer au débat et au vote de l'instance, mais sans le droit de veto réservé aux membres permanents. Le mandat est de 2 ans, renouvelable chaque année. La coopération franco-congolaise a été au centre des échanges entre l'ambassadeur de France au Congo et le président de la République. Claire Bodoni est venue discuter avec le président Denis Sassou Nguesso de l'enjeu de sa prochaine visite officielle en France. Il y a toujours du nouveau dans la coopération entre le Congo et la France. Nous avons beaucoup de partenariats en cours. Nous avons fait le point de ces partenariats, particulièrement dans la perspective de la visite officielle de son Excellence le chef de l'État à Paris, dans un contexte régional que vous connaissez, qui est assez particulier. Donc c'est dans un moment diplomatique particulièrement important pour la région que s'insère cette visite officielle.
Puis nous avons évidemment, comme il est d'usage, discuté du programme, des entretiens, des attentes que le partenaire congolais place dans cette visite officielle, parce qu'il s'agit de travailler de façon opérationnelle dans le bien commun des deux pays, que chacun puisse y trouver ce que l'on appelle un partenariat gagnant-gagnant. L'assainissement des villes congolaises, notamment l'aménagement des berges de la rivière Thiémé, est un projet financé par l'Agence française de développement AFD, dont les travaux vont démarrer avec la phase d'expropriation. Mais quel est le plan d'action de réinsertion des populations riveraines de la Thiémé? Ce projet, effectivement, est un projet extrêmement fondamental, projet d'assainissement. Nous en avons, comme vous le dites, à la Thiémé, nous en avons un autre à Pointe-Noire. Et c'est un travail qui se fait en parfaite coopération avec les autorités congolaises. Nous en sommes à un moment où les autorités congolaises ont identifié l'ensemble des habitants de la région et ont lancé un dialogue avec chaque famille de dédommagement, puisque les travaux d'assainissement devront écarter les axes et donc devront conduire à ce que les familles qui sont installées à cet endroit trouvent à se loger ailleurs. Du côté de l'Agence française de développement, les appels d'offres ont été lancés pour que les travaux puissent commencer dans les meilleurs délais. Mais évidemment, avant cela, il fallait vraiment s'occuper des habitants et je crois qu'on est collectivement assez satisfait de la façon dont les entretiens se sont conduits avec les habitants à travers notamment les chefs de quartier. Un autre projet inscrit dans l'agenda de l'AFD est celui du prolongement de la corniche sud de Brazzaville. In fine, l'aménagement de ces corridors permettra aux populations de vivre dans un environnement commode. Un envoyé spécial du gouvernement d'Allemagne chez Denis Sassou Nguesso. En effet, le président de la République s'est entretenu ce mercredi 5 mars 2025 avec Wolfgang Dold, porteur d'un message du chancelier allemand Olaf Scholz au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. J'ai eu l'honneur de passer un message personnel du chancelier Olaf Scholz au président. Nous savons que la République du Congo est un allié, un partenaire très proche et pour un système mondial basé sur des règles et sur le principe de l'intégrité des territoires, des nations et la souveraineté des nations. Et nous sommes entretenus sur le plan global. Nous avons pu établir encore une fois une grande connivence d'opinion entre nos deux pays. Après avoir déclaré que la coopération entre le Congo et l'Allemagne est en période de relance, l'ambassadeur Wolfgang Dold a affirmé que l'Allemagne soutient la décennie africaine et mondiale d'afforestation et du reboisement. Nous avons ouvert il y a quelques semaines un bureau de notre agence de coopération GIZ qui est actif ici pour appuyer l'initiative du président au sein des Nations Unies pour le reboisement de la décennie de reboisement des bassins africains. Je crois que c'est une initiative phare et nous sommes décidés à donner notre appui, notre soutien à cette initiative. En visite de travail à Brazzaville, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'émigration et des affaires des Égyptiens à l'étranger a été reçu en audience par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Badr Abdelati, porteur d'un message du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue et frère, Denis Sassou Nguesso, est venu réaffirmer l'engagement de l'Égypte en faveur d'un renforcement de la coopération dans divers domaines. J'ai eu l'honneur de transmettre au président, à son excellence président de la République, l'engagement de l'Égypte et du président Sisi de faire davantage en ce qui concerne notre coopération avec ce pays frère, le Congo,
J'aimerais également venir ici avec une grande délégation d'hommes d'affaires dans différents secteurs. L'énergie, l'agriculture, l'irrigation, les compagnies de manufacture en matière de produits pharmaceutiques. Nous sommes très engagés pour renforcer notre coopération avec le Congo. L'Égypte a également salué le rôle joué par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. J'ai donc transmis les salutations et également les félicitations du président Sissi à l'endroit du président congolais pour son leadership. Comme vous le savez, le président Sassou Nguesso, c'est le président du comité de haut niveau pour la Libye. Et le mois dernier, nous avons donc assisté à une cérémonie de signature pour aller vers une réconciliation en marge de la session de l'Union africaine. Nous considérons donc le président Sassou Nguesso comme disposant d'un très grand leadership déployé donc pour la Libye. Les deux personnalités ont également abordé la question de la candidature de l'Égypte au poste de directeur général de l'UNESCO. Badr Abdelati a aussi annoncé la visite d'État du président Denis Sassou Nguesso au Caire dans les jours à venir. Lors de sa réunion du 26 février 2025, sous la très haute autorité du président de la République Denis Sassou Nguesso, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du PCRE, plan stratégique de la réforme de l'État 2025-2029 révisé. La volonté affichée est de renforcer la gouvernance publique, adapter notamment l'action de l'État en rapport avec les besoins fondamentaux des populations. Depuis 2021, en effet, le ministère en charge de la réforme de l'État, devenu un portefeuille à part entière sous la ferrure du Premier ministre, est dirigé par Luc-Joseph Okio. La réforme de l'État, elle est permanente parce que nous avons un besoin d'adaptation par rapport à l'évolution de la société, par rapport à l'évolution des besoins des citoyens, et l'État est obligé donc de s'adapter. C'est ce qu'on appelle le principe de mutabilité. Vu donc sous cet angle, la réforme de l'État est permanente dans notre pays depuis la nuit des temps, je pourrais dire depuis les indépendances. Au fur et à mesure que notre société a évolué, le gouvernement a pris des mesures pour s'adapter. Plus récemment, nous avons été obligés de prendre des mesures pour adapter l'évolution de nos besoins en matière de santé et d'éducation à travers des textes qui ont permis, par exemple, de revoir l'organisation des examens d'État, de revoir la diffusion de ces examens et de permettre ainsi aux parents et aux enfants, par exemple, d'être informés à temps des résultats des examens. La réforme de l'État, un processus qui a commencé bien longtemps en République du Congo, avec des avancées significatives, permet aujourd'hui au gouvernement de disposer d'un outil efficace destiné à moderniser l'action des pouvoirs publics. La réforme de l'État, c'est ce processus transformationnel de la structure, de l'organisation et du fonctionnement de l'État. Vous voyez donc tout un chantier en plusieurs phases. Et c'est pour donner au gouvernement la possibilité d'agir avec efficacité qu'on a créé un département dédié à la réforme de l'État. La réforme de l'État dans notre pays aujourd'hui, depuis que nous sommes à la tête de ce département, bénéficie d'un certain nombre d'avancées. D'abord, nous avons élaboré et puis ensuite obtenu la validation, l'approbation et la promulgation de la loi 4/2024 du 24 avril 2024. Cette loi qui pose les principes, les valeurs de la réforme d'État dans notre pays, fixe en même temps son cadre stratégique et institutionnel. Et à travers ces deux composantes que sont l'administration publique et les entreprises publiques, les institutions, la réforme de l'État va désormais se développer
à travers ce cadre juridique, comme le dit si bien une loi d'orientation. Pour ce qui concerne maintenant la partie administration publique et entreprise publique, celle qui concerne le gouvernement de la République, celle-là est placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, tandis que les réformes des institutions sont placées sur les responsables de chaque institution. Pour la partie gouvernementale, le Premier ministre, chef du gouvernement, préside la Commission nationale de la réforme de l'État. Comment maintenant mettre en place, en musique, je pourrais dire, la réforme de l'État au niveau du gouvernement? Là, nous avons un outil. Et cet outil, c'est le plan stratégique de la réforme de l'État et qui a été adopté par le dernier Conseil des ministres. C'est ainsi que le projet de décret portant approbation de la réforme de l'État 2025-2029 révisé repose sur des axes prioritaires avec des objectifs bien fixés. Il résulte d'abord d'une instruction stratégique du président de la République qui a voulu doter le gouvernement d'un outil programmatique qui lui permet d'assurer avec cohérence, efficacité et une meilleure coordination les réformes engagées aussi bien au niveau des départements ministériels que des entreprises publiques. Cet outil permettra désormais au gouvernement d'agir avec efficacité et permettra à terme de faire que notre administration puisse bénéficier d'un cadre moderne qui facilite son efficacité et qui en même temps réponde aux besoins des citoyennes et des citoyens. Le plan stratégique de la réforme de l'État vise un objectif général, la promotion d'une administration moderne. Il se décline en plusieurs actions. Il y a les réformes macro-institutionnelles. Les réformes macro-institutionnelles, nous avons dit qu'elles doivent se situer à un niveau global. L'objectif est de faire que ces réformes-là produisent des effets que nous appelons effets catalytiques pour favoriser la mise en place des réformes méso-institutionnelles et micro. Quelles sont ces réformes, par exemple? Notre pays s'est engagé dans une grande réforme en matière de digitalisation des services. Si nous réussissons cette réforme-là, elle aura un impact sur l'amélioration des procédures administratives, sur la gestion harmonisée des services, sur la mutualisation des ressources. Et elle pourra permettre donc de régler à différents niveaux les problèmes qui se posent à notre société. Aujourd'hui, je prends un exemple simple, la réforme du permis de conduire. Il y a des années, le permis de conduire de la République du Congo était devenu presque un objet de raillerie. Mais grâce aux réformes engagées au niveau de la Direction générale des transports terrestres, grâce à des réformes engagées à ce niveau-là, aujourd'hui notre permis est fiable. Quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez, si vous présentez votre permis de conduire congolais, on scanne et on a les informations qui concernent la situation du détenteur de ce permis. Voyez-vous quelle importance nous avons donnée et comment cela a valorisé notre pays. Dans cette réforme, la gestion axée sur le résultat reste un indicateur de performance déterminant que le ministre en charge de la réforme de l'État va mettre en valeur dans l'exécution de ce plan stratégique qui se présente comme un nouvel outil pragmatique pour le gouvernement. Si nous arrivons à faire que la loi soit appliquée de manière efficace dans notre pays, vous constaterez que cela va résoudre beaucoup de problèmes. Le citoyen aura de plus en plus confiance en sa justice. Les conflits seront réglés de manière équitable. Les hommes d'affaires bénéficieront d'un bon climat d'affaires et ainsi de suite. Bien sûr que le plan stratégique de la réforme de l'État va se déployer sous un plan d'action, donc de mise en œuvre. Et ce plan d'action prévoit à la fois des indicateurs et en même temps des périodes d'évaluation. Voilà pourquoi le dispositif prévoit un mécanisme de suivi et évaluation. Pour tout dire, dans le processus de mise en œuvre du plan stratégique de la réforme de l'État 2025-2029 révisé, le ministre Luc-Joseph Okio reste optimiste. C'est dans un dispositif
dont la mise en œuvre est nécessaire, tout naturellement. Et nous ne doutons pas que le gouvernement veillera à ce que les instructions du président de la République soient mises en œuvre et que des évaluations périodiques soient faites. Pour nous, c'est un dispositif efficace que nous veillerons à mettre en œuvre sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement qui en assure le pilotage. Et nous assurons en tant que ministère en charge de la réforme de l'État l'opérationnalisation de ce plan stratégique de la réforme de l'État. Alors pourquoi 2025-2029 ? Vous savez, il s'agit d'un plan. Les plans ont leur durée. On essaie toujours de planifier les actions dans un espace de temps. Donc nous avons mis 2025-2029 avec les objectifs que nous nous sommes fixés et dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action et qui, en quelque sorte, figure déjà dans le cadre logique qui est une des annexes de ce plan stratégique de la réforme de l'État. Nous espérons qu'à la fin de cette période, nous pourrons déjà envisager d'avoir une administration moderne, efficace, répondant aux attentes des citoyennes et citoyens.